amici giovanotti in circa di scambiare, a volte patrioti valori a cristallo, un sogno cittadella, un vuli a stanciare, un'idea zitella di tempi e tempi fa. Bien, bonjour à tout le monde. Est-ce que le son est adapté? Ça va? Ok. Très bien. Écoutez, je suis ravi d'être ici. Je tiens tout d'abord à remercier ma collègue Claude Devicki de cette invitation. Et on va donc être ensemble pour un petit temps pour parler de cette question des neurosciences en éducation entre mythe et réalité. Et avant que je commence vraiment à parler du sujet, je vais vous proposer de réfléchir un petit peu et de répondre à quelques questions et pour lesquelles vous avez juste besoin d'avoir sous la main une connexion Internet. Ça peut être votre téléphone, ça va très bien. Et l'idée, c'est simplement de donner votre avis. Il va y avoir 5 ou 6 questions. Et la première, c'est que vous évoque le terme neurosciences appliquées à l'éducation. Et l'idée, c'est de mettre un seul mot, de vraiment d'y aller simplement. Et pour ça, vous allez sur menti.com. Alors là, vous avez un certain nombre d'affirmations. Et puis l'idée, c'est que vous exprimiez si vous êtes d'accord ou pas d'accord. OK. Alors. Ensuite, la question suivante, elle est sur la question des styles d'apprentissage, pour ceux d'entre vous qui ont déjà entendu parler de cette idée, et donc de quels styles d'apprentissage vous avez déjà entendu parler pour le cas où vous avez entendu parler de style d'apprentissage. Alors ensuite, si on vous dit « Passé 6 ans, il est trop tard pour apprendre à », et puis ce que vous pensez être juste. Et maintenant, la dernière question. Et là, c'est un vrai-faux. Vous avez 4 affirmations. OK, on va parcourir maintenant rapidement vos réponses. Et puis ensuite, on pourra s'appuyer un petit peu dessus pendant la conférence. On les aura en tête. Alors, on commence par le début. Donc, voilà vos propositions qui sont tout à fait fondées. Quand on pense aux neurosciences et aux apprentissages, on voit bien au milieu, ce qui a eu le plus de succès, c'est les neurosciences pour l'éducation, c'est l'idée d'apprentissage. Et puis, il y a le lien avec le cerveau. On pense à la cognition, au développement, à la psychologie, la pédagogie. Et puis, il y a un certain nombre d'éléments un peu plus spécifiques qui sont aussi tout à fait pertinents, comme fonctionnement du cerveau, biais cognitifs, méthodes d'apprentissage, optimisation, science, la complexité, les neurones, dynamique, la construction de la connaissance, les processus, l'adaptation, la neurologie. D'accord ? Donc effectivement, ce dont on va parler, c'est complètement autour de ces aspects. Ensuite, sur ces affirmations, peut-être que certaines vous sont déjà familières si vous aviez déjà une idée bien précise sur le sujet, ou d'autres moins. Et là, on voit vos avis, comment ils se distribuent. Alors, vous voyez, on utilise 10% de notre cerveau. En fait, c'est assez partagé. Et en fait, si on regarde vos réponses, vous voyez que vous êtes 9 à avoir exprimé un désaccord, 9 à avoir un avis neutre et 5 à penser que c'est vrai. Sur les styles d'apprentissage, qui a différents styles d'apprentissage, là, on a une unanimité très claire. Tous ceux qui ont répondu ont pensé que oui. Ensuite, que la brain gym améliore les apprentissages, on se retrouve avec beaucoup de oui, un non, et puis beaucoup de neutres, parce que tout le monde ne sait pas forcément ce qu'est la brain gym.
Ensuite, sur l'idée qu'il y a plusieurs sortes d'intelligence, c'est aussi une idée qui a eu beaucoup de succès, avec presque tout le monde qui a dit oui et puis un non. Le fait que grandir avec les écrans modifie notre cerveau, 2 neutres et puis presque tout le monde oui. Et puis, est-ce que le numérique, ça nous aide à apprendre à faire plusieurs choses à la fois? C'est un sujet qui est beaucoup discuté. Là, on a 10 neutres, 3 oui et 10 non. D'accord? Donc, c'est un petit peu tous ces sujets qu'on va aborder à partir de qu'est-ce que les travaux de recherche sur ces questions peuvent apporter. Alors, tout d'abord, je vous dis que ce dont je vais vous parler, ça a été l'objet d'un livre qui est sorti aux éditions Retz. C'était une demande d'un collègue. C'est dans une collection qui s'appelle Mythes et réalités. Et l'objectif de cette collection, c'est justement d'interroger tout un ensemble de croyances qu'on peut avoir sur différents domaines. Et là, on va parler vraiment des neurosciences en particulier. Et je voudrais aussi indiquer que c'est un travail qui a été fait en collaboration avec 3 collègues qui sont 3 membres du laboratoire à l'Université de Genève, en tout cas qui l'étaient lorsqu'on a écrit le livre, qui ont ensuite évolué aussi dans leur carrière, donc Hippolyte Gros, Katarina Gvozdic et Kaliste Cheblinksev. Donc c'est un travail commun dans lequel ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a interrogé un certain nombre d'idées qui étaient présentes sur les neurosciences en éducation et on a cherché à voir ce que disaient les travaux de recherche dessus. Alors pendant le temps de la conférence, on ne va pas pouvoir tout balayer, mais on va déjà pouvoir en discuter un certain nombre, les principaux sur lesquels on s'est posé des questions il y a quelques instants. Alors, avant de rentrer encore plus dans le vif du sujet, quand on entend le mot neurosciences, qu'on l'associe à l'éducation, peut-être ça peut aussi éveiller chez vous l'idée que le mot neuro, en fait, peut le rencontrer actuellement accolé à beaucoup de choses. Alors, bien sûr, il y a la neuropsychologie, ça c'est quelque chose de connu et d'ancien, mais vous avez aussi d'autres domaines. Si vous cherchez sur Internet, par exemple, vous verrez qu'il n'y a aucun de ces mots qui sont inventés. Vous trouverez des choses sur chacun d'entre eux. Par exemple, la neurophilosophie, le neuromarketing, la neuropsychanalyse, la neuroéthique, la neuroéconomie, le neuromanagement, la neuropolitique, la neurophénoménologie, la neuroanthropologie, la neuroesthétique, la neuroergonomie, la neuroarchitecture, la neuroméditation, il y a aussi de la neuromédiation, l'un n'empêche pas l'autre, la neurogastronomie, la neurosagesse. Et donc on se retrouve avec une tendance qui existe depuis maintenant une bonne vingtaine d'années à relier le mot neuro avec tout un ensemble de domaines qui existent depuis très longtemps. Et ça pose une question. Cette question, c'est celle qu'on va aborder aujourd'hui. Alors j'espère que vous n'avez pas trop la tête qui tourne, ça peut. Et donc on ne va pas faire durer le supplice trop longtemps. La question, c'est celle des neuromythes. D'accord? Alors qu'est-ce que ça va être un neuromythe, à votre avis? Eh bien, en fait, je pense qu'on comprend cette idée qu'un neuromythe, c'est un mythe qui s'appuie soi-disant sur des connaissances qui viennent des neurosciences. Donc on suppose que c'est la science du cerveau qui a apporté des connaissances. Mais en fait, on va se rendre compte qu'assez souvent, la science du cerveau sert plutôt de prétexte pour véhiculer, pour simplifier des idées. Et donc, ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est de saisir déjà, de comprendre l'origine de ce qu'on peut appeler une neuromania. Vous voyez, cette tendance à mettre neuro partout un peu. Et de comprendre comment ça se fait que ça a tellement de succès dans la presse, par exemple, qu'on est souvent prêt à y croire lorsqu'on nous dit que ça vient des neurosciences. Ensuite, on va rentrer encore plus dans le cœur de la conférence, c'est-à-dire on va s'intéresser aux neuromythes pour l'éducation. Et donc on va décrypter certains neuromythes éducatifs et c'est particulièrement important pour ceux d'entre vous qui se destinent à des métiers de l'éducation, si vous voulez devenir enseignant par exemple, eh bien le souci de ces mythes éducatifs, c'est qu'il en découle des recommandations pédagogiques et que ces recommandations pédagogiques, lorsqu'elles sont infondées, elles ont des conséquences préjudiciables pour l'enseignement
envers les élèves. Et ensuite, on va bien sûr interroger l'apport des neurosciences pour la formation des enseignants, pour l'éducation en général, sachant que l'esprit de la conférence, je tiens bien sûr à le dire tout de suite, c'est certainement pas de considérer que les neurosciences ne peuvent rien apporter à l'éducation, au contraire, mais plutôt d'avoir des éléments de contexte qui fait qu'on peut avoir une approche assez documentée de ce que peuvent apporter les neurosciences en éducation et ne pas s'appuyer sur des idées reçues qui souvent sont infondées. Alors, d'où viennent ces neuromythes? Une façon dont on va travailler ensemble pendant le temps de la conférence, eh bien, pour chercher d'où viennent quelque chose, souvent c'est intéressant de se demander quelles sont les conceptions qu'on a, un peu les idées du sens commun qui sont prêtes à accueillir, et ce qui fait que ça se diffuse facilement. D'accord ? C'est le même principe que pour les fake news, les fausses rumeurs. On peut se demander comment ça se fait que telle chose a tellement de succès si facilement, même si elle est fausse. Alors, quand on dit cela, ça ne veut pas dire que tout ce que je vais vous dire sont des choses fausses, mais simplement, c'est des idées du sens commun. Et donc, ça va nous indiquer pourquoi on les accepte facilement. Après, la question de que dit la recherche, on va en parler. Alors, tout d'abord, pourquoi ce qui vient des neurosciences a tellement de succès? Première question. Et là, en fait, on va donc identifier quelques-unes de ces connaissances du sens commun qui font qu'on a tendance à croire aux neurosciences. Alors, une première, c'est qu'on sait qu'il y a d'autres sciences. Par exemple, la biologie, elle a fait un grand saut quand on a découvert l'ADN. On sait aussi que la physique, elle dépend beaucoup du fait qu'on ait trouvé les atomes. On pourrait dire pareil pour la chimie, par exemple, ça va dépendre des molécules. Et donc, de cette idée, on aimerait bien se dire que pour la psychologie, on espère pouvoir trouver la même chose. Et donc, on espère que le neurone pourrait avoir la même fonction. Et de ce fait, ce qui vient des neurosciences, on a envie de se dire ça nous donne une base scientifique pour comprendre la psychologie, tout comme l'ADN nous donne une base scientifique pour comprendre la biologie et l'atome pour comprendre la physique. Et par extension, bien sûr, toute activité humaine. Et c'est pour ça que cette neuromania dont je vous parlais, vous avez vu que c'est décliné pour tout un ensemble d'éléments qui sont liés à l'activité humaine. Et pourquoi il y a cet aspect? Parce qu'en général, identifier une espèce de brique de base sur laquelle on peut construire, c'est quelque chose de sécurisant pour une discipline. Et c'est vrai que ce qu'on appelle les sciences dures, on a ces briques de base. Et donc, on aimerait bien que la psychologie puisse aussi avoir sa brique de base. Et donc, le neurone paraît être un bon candidat. Donc ça, c'est deux premiers éléments qui sont importants. Un troisième élément, c'est l'aspect progrès technologique. C'est-à-dire que vous savez que depuis 30 ou 40 ans, mais avant, ce n'était pas du tout le cas, on commence à avoir des possibilités technologiques de voir l'activité du cerveau. Et on sait aussi que dans l'histoire des sciences, les progrès technologiques souvent ont permis des découvertes. Par exemple, en construisant des microscopes de plus en plus précis, ça a permis de dire des choses qu'on ne pouvait pas dire avant. Donc on a cette croyance que grâce à l'imagerie cérébrale, on va pouvoir découvrir des choses nouvelles. Et donc on est prêt à ce qu'on nous dise qu'il y a eu des grandes révolutions qui se sont opérées. Il y a aussi l'idée que le cerveau est l'organe où se passent les phénomènes psychologiques, qu'il contient, il peut révéler les mystères de l'esprit. Alors ça, c'est sans doute vrai d'ailleurs. Mais ça fait partie de ce qui nous aide à croire aux neurosciences. Et puis, cette idée si vous avez étudié un des cours sur la psychologie, vous savez qu'il y a eu des périodes où on considérait le cerveau comme une boîte noire, c'est-à-dire on se disait, on peut savoir qu'est-ce qui se passe avant, qu'est-ce qui se passe après, mais ce qui se passe à l'intérieur, on ne sait pas. Et donc, l'idée que grâce à la technologie, on puisse accéder à la boîte noire, bien sûr, c'est un espèce de rêve, d'une certaine façon, que l'humanité n'a jamais été encore capable d'atteindre. Donc, on a cet espoir qui est évidemment un espoir généreux et souhaitable, mais qui peut nous rendre aussi crédules. Et on en arrive justement à ce phénomène qui a été
travaillé par la recherche, qui a été identifié dans la littérature et qui a même un nom, qu'en français on appelle l'engouement neurophile. Et ce phénomène, je vais vous donner 2 exemples de recherche pour bien comprendre en quoi il consiste. C'est en fait, ça revient à dire que lorsqu'on nous parle de neurosciences, ça nous paralyse un petit peu notre esprit critique. Et donc on a tendance à devenir beaucoup plus crédule que normalement. Alors, comment est-ce qu'on le montre ? Vous avez ici un premier exemple, une recherche qui a été menée en 2008, dans laquelle on présente à des participants des textes de vulgarisation scientifique dans lesquels il y a des résultats qui sont inventés, d'accord ? Donc, ils sont fictifs, mais ils sont crédibles. D'accord ? On pourrait dire, par exemple, on a trouvé une zone du cerveau dans laquelle se font les opérations arithmétiques chez les enfants, par exemple. Simplement, dans ces textes, il y a des erreurs de raisonnement que, lorsqu'on lit attentivement, on peut se rendre compte qu'il y a ces erreurs de raisonnement. Et dans cette expérience, en fait, il y a eu 3 groupes de participants. Il y a un groupe de participants à qui on fait juste lire le texte. Un autre groupe de participants à qui on fait lire le texte et à qui on montre à côté un graphique dans lequel il y a les mêmes informations statistiques que ce qu'il y a dans le texte. Et puis un 3e groupe de participants où il y a le texte, et puis au lieu du graphique, il y a cette fois des images de type imagerie cérébrale. Je pense que tout le monde a déjà vu ce type de graphique. Et ensuite, on demande aux participants, est-ce que d'après vous, le raisonnement scientifique dans cet article est correct ? Et ce qui a été trouvé dans cette recherche, c'est que pour ceux qui lisent le texte seul, la plupart réussissent à repérer les erreurs de raisonnement dans le texte. Lorsque vous mettez le graphique, il continue à être capable de repérer les erreurs de raisonnement. En revanche, dès que vous mettez une image de cerveau, tout le monde se met à trouver ça très très rigoureux et perd sa capacité à identifier ces erreurs de raisonnement. D'accord ? Donc vous voyez cette crédulité qui est induite par le fait qu'on nous présente des images de cerveau. Sous-entendu, ça veut dire tout ce qu'on vous raconte maintenant, c'est vrai, il faut y croire. Une autre recherche qui montre de façon un petit peu différente le même phénomène, c'est une recherche qui a été faite, donc celle-ci en 2014, auprès de 2 populations d'étudiants à l'université. Une partie, c'était des étudiants de nombreuses disciplines, et puis une autre partie, c'était des étudiants qui étaient spécialement étudiants en neurosciences et en psychologie. Et dans cette expérience, on montrait un appareillage qui s'appelle le Spintronics dans l'histoire. Et vous le voyez, cet appareillage, alors la photo, je tiens à la montrer, à préciser que c'est en 2014, parce que je pense que tout le monde se rend compte qu'en 2014, c'était un petit peu plus évolué que ça quand même, les technologies. Et en l'occurrence, pour la petite histoire, le casque que porte la personne, c'est un vieux casque de coiffeur. Donc qu'on se rende bien compte qu'en fait, il y avait même un côté pas très plausible dans l'ensemble. Et puis en fait, ce qu'on expliquait aux participants, c'est qu'on avait, grâce au progrès des neurosciences, trouvé un moyen de lire dans les pensées. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on leur disait, alors bien sûr, vous savez que si vous faites un IRM, ça va plutôt ressembler à ça que ce qu'il y avait ici. Et puis on leur dit, vous allez choisir un nombre à 2 chiffres dans votre tête, et puis vous allez penser aussi à un nombre à 3 chiffres, et puis vous allez penser à une couleur, et ensuite vous allez penser à un pays. Donc les personnes le font, et puis ensuite on fait, comme ça se fait dans certains tours de magie, on va leur faire écrire sur un bout de papier ce à quoi ils ont pensé, et puis en s'appuyant sur ces techniques, en fait, l'expérimentateur va pouvoir trouver ce qu'ils ont pensé sans qu'eux s'en rendent compte. Et ensuite, on leur fait croire, que tout le monde a saisi l'idée, qu'on arrive à lire sur l'ordinateur, grâce à l'image du cerveau, ce qu'ils ont pensé. Et ensuite, on leur pose la question, est-ce que vous pensez que le Spintronics se lit dans vos pensées ? Et il faut savoir qu'actuellement, il n'y a aucune recherche de neurosciences qui, de quelque manière que ce soit, est capable de réussir quelque chose de la sorte. Et vous voyez que là encore, on a beaucoup de croyances, parce qu'on a les 3/4 des étudiants qui disent oui, et puis ce qui est presque
plus inquiétant, hein, c'est que même ceux qui sont supposés informer du fait que c'est quelque chose qui n'est pas du tout réaliste, on en a quand même les 2/3 qui sont crédules. Et donc, on a ce contraste entre, d'un côté, des données neuroscientifiques qui sont complexes, et puis cette tendance à pouvoir tomber sous le charme d'une formule choc, d'un titre qui est racoleur, et qui a tendance à nous faire oublier que le progrès scientifique, c'est un processus lent, qu'on ne peut pas le brusquer avec simplement des résultats spectaculaires. C'est important aussi de ne pas s'appuyer uniquement sur des résultats sensationnels, mais qu'il y a ce qu'on appelle les méta-analyses, dans lesquelles vous avez des articles qui font une synthèse de tout un ensemble de recherches sur le même sujet, qui ont été menées indépendamment et qui sont vraiment, cette fois, un plus grand gage de fiabilité. Et puis, il y a aussi simplement la question de jusqu'où c'est important d'avoir une culture de base en neurosciences pour savoir jusqu'où est-ce que certains résultats sont crédibles ou sont absurdes. Alors ça produit, cet engouement neurophile, ça produit des choses auxquelles tout le monde a été plus ou moins exposé. Vous avez dans des magazines ce genre de choses, une zone dédiée à la jalousie dans notre cerveau, par exemple. Sous-entendu, on comprend mieux le phénomène parce qu'on sait qu'il y a une activation cérébrale qui lui est associée. Vous avez certains ouvrages qui ont assez bien enrichi leurs auteurs en s'appuyant sur cette vague. On a l'idée que notre cerveau, on va pouvoir l'optimiser comme ça grâce aux neurosciences, que ça serait, il n'y a pas besoin peut-être de trop travailler, on pourrait bien apprendre en dormant, que notre cerveau, il a un pouvoir fabuleux, et puis qu'on peut même faire une science pour de l'amour. Et puis, si on est dans le management, on peut neurobooster ses équipes, on peut avoir un cerveau à 100%, il peut être quantique, voilà, tout un ensemble de choses qui profitent de cet engouement neurophile. Alors maintenant, on en arrive à ces quelques questions qu'on s'était posées. La première, c'est on utilise 10% du potentiel de notre cerveau. Alors c'est probablement le mythe le plus répandu, c'est-à-dire que quand on fait un sondage, qu'on demande quelle est l'idée la plus répandue dans la population sur le cerveau, c'est souvent cette idée des 10%. Alors il faut savoir que cette citation, elle est attribuée à Albert Einstein, mais que jamais personne n'a pu trouver quand il l'aurait dit, s'il l'a dit vraiment, donc on n'a vraiment aucune idée en fait d'où elle vient. Mais elle s'est répandue un petit peu comme une traînée de poudre. Et on peut se demander pourquoi. Vous voyez, qu'est-ce qui fait qu'elle a eu du succès, cette affirmation? Alors là encore, on peut se poser la question par rapport à ces conceptions du sens commun qui nous donnent envie d'y croire d'une certaine manière. Alors la première, c'est un peu, si on a une idée spatiale de ce que c'est le cerveau, on peut se dire, le cerveau, on sait que c'est complexe, on sait que c'est mystérieux parce qu'on ne comprend pas grand-chose, et donc on pourrait se dire il doit bien y avoir des zones inexplorées là-dedans. Donc ça, c'est une première croyance. Une deuxième croyance qui explique beaucoup le succès, c'est que si jamais on n'en utilise pas beaucoup, qu'est-ce qu'on peut se dire? C'est qu'on a beaucoup plus de potentiel que ça. Ça fait plaisir quand même de se dire qu'on a beaucoup plus de potentiel que ce qu'on utilise. D'autant plus que si jamais on a beaucoup plus de potentiel, peut-être qu'il pourrait être libéré ce potentiel si on découvre les bons verrous à faire sauter. Et ça, c'est magnifique parce que plutôt que de devoir vraiment travailler, faire des efforts, on se dit qu'il y a peut-être des méthodes plus directes pour nous rendre tout d'un coup plus intelligents. Et puis, il y a aussi une autre idée dans ce mythe des 10%, c'est qu'en fait, plus on en utilise, meilleur on est. D'accord, c'est implicite, mais ça sous-entend que si on était à 100%, on serait quand même meilleur qu'à 10%. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu ce film, mais il y a notamment un film de Luc Besson dans lequel on scénarise ce mythe des 10%. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que c'est tellement un mythe qu'il n'y a même aucune recherche scientifique qui a d'une façon ou d'une autre affirmé cela. D'accord ? Donc c'est complètement fantasmé. Il n'y a aucun article de recherche qui va sous-entendre qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau. Et puis,
Ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'idée d'utiliser à 100%, que ça serait mieux qu'utiliser à 10%, c'est en soi une idée absurde, parce que ce qui est surtout important sur le plan cérébral, hein, du fonctionnement de notre cerveau, ben, c'est d'utiliser de façon adéquate, c'est-à-dire d'utiliser au moment où c'est pertinent. Par exemple, si vous prenez un feu de la circulation, ben, on peut dire qu'à un moment donné, on utilise combien de pourcents ? On utilise 33% parce qu'il y a 3 couleurs, d'accord ? Donc, quand il est vert, 33%, quand il est orange, quand il est rouge aussi. Et si jamais on le mettait à 100%, ça ne serait pas forcément une bonne nouvelle. D'accord ? Et puis, on peut dire la même chose hein, pour le clavier de l'ordinateur. Hein, que peut-être à chaque instant, on utilise à peu près 1%. Et que là encore, si on voulait l'utiliser à 100%, ça ne serait pas forcément une bonne nouvelle. Et donc, en résumé, hein, sur ce mythe, ben, si jamais on utilise seulement 10% de notre cerveau, eh bien, qu'est-ce qu'on peut répondre ? Ben, on peut répondre, en fait, ce que dit la recherche, c'est plutôt que 100% de notre cerveau est mis à contribution à un moment ou à un autre, ce qui se comprend, bien entendu, beaucoup mieux. Alors ensuite, les styles d'apprentissage. Alors vous avez noté que vous étiez quand même 100% à dire oui, que ça existe. Alors on va bien sûr expliquer plus en détail, mais ça montre à quel point ce mythe est extrêmement répandu et convaincant. Il y a des recherches qui ont été faites sur le plan international qui montrent que parmi les enseignants en activité, eh bien, on a plus de 90% en général qui croient que c'est une vérité scientifique. Hein, donc c'est pour ça que c'est particulièrement important hein, d'approfondir ces questions, parce que ça soit dans la plupart des pays du monde, c'est une idée qui est très très fortement implantée, y compris chez des enseignants professionnels en activité. Alors, d'où ça vient ? D'où vient cette idée ? Alors, une première source, ben, c'est qu'on est conscient, bien sûr, qu'on est tous différents, ce qui est absolument incontestable. Simplement, du fait qu'on est tous différents, on a tendance à penser que cette différence peut permettre de découper les gens en catégories. D'accord ? Donc il y a ce passage hein, qui fait penser, ce qui se comprend très bien, parce que dans notre esprit, c'est vrai qu'on catégorise les choses. Hein. Vous voyez, là, moi, j'ai une table devant moi, je peux voir des chaises, etc. Donc on fait des catégories mentales. Et donc, on a tendance à se dire que les catégories, elles restent valables aussi pour les individus qui sont tous différents les uns des autres. Pour un enseignant, l'idée des styles d'apprentissage, elle est d'une certaine façon très, très adaptée, parce qu'on peut se dire que c'est un juste milieu entre individualiser le traitement auprès de chaque élève, ce qui est juste impossible, et puis, par contre, si on fait quelque chose de trop global et qu'on traite tout le monde pareil, on se dit que c'est trop grossier. Et donc, les styles d'apprentissage, ça paraît être un espèce de juste milieu entre quelque chose qui serait irréaliste et quelque chose qui serait trop grossier. Une autre raison importante, c'est que c'est une façon de déresponsabiliser les acteurs. Pourquoi ? Parce que, en fait, si jamais on se dit que c'est une question de style d'apprentissage, ça veut dire que ce n'est pas la faute de l'élève s'il ne réussit pas parce qu'on n'a pas identifié son style. Ce n'est pas de la faute de l'enseignant non plus parce qu'on ne lui a pas donné les méthodes qui sont adaptées au style de l'élève. Ce n'est pas de la faute des parents non plus pour les mêmes raisons. Et donc, tout le monde en sort un peu déresponsabilisé. C'est aussi une réponse à un besoin d'optimisation de l'éducation. Vous savez qu'il y a des tendances lourdes au niveau mondial à se dire toutes les dépenses qu'on fait, il faut essayer d'optimiser ces dépenses. Et donc on se dit, si on repère bien le style de chaque élève, on va mieux pouvoir lui enseigner. Et donc on va optimiser l'enseignement. Et puis une autre raison encore, c'est que c'est une solution opérationnelle à une urgence sociale, parce que là encore, la question de l'éducation, c'est un problème mondial pour lequel souvent, il y a beaucoup d'articles de presse, de constats comme quoi l'éducation ne va pas forcément bien. Et donc, on se dit, il y a une urgence sociale et la théorie des styles d'apprentissage, elle présente des solutions. Et souvent, quand on vous dit on a un gros problème et je vous présente une solution, on est bien content de prendre la solution. Ça nous rend un petit peu moins exigeants sur cette solution.
Alors, avant d'aller plus loin, on va essayer de comprendre exactement ce qu'on entend par style d'apprentissage. Et en fait, comme vous le voyez sur ce dessin, il y aurait l'idée que des styles d'apprentissage, c'est qu'il y a plusieurs façons d'apprendre. Et là, on va trouver votre réponse au Mentimeter sur le sujet. Alors, beaucoup d'entre vous ont parlé de Montessori, je ne sais pas pourquoi, mais ça serait intéressant de savoir quels sont les cours que vous avez suivis récemment. Mais en fait, sur les styles d'apprentissage, ce qui est plus fréquent, c'est cette différence entre des gens qui seraient visuels, des gens qui seraient auditifs et des gens qui seraient kinesthésiques. Donc c'est ça le plus grand classique. Il y a d'autres propositions que vous avez faites qui viennent de théories psychologiques sur le fonctionnement de l'apprentissage. Et donc, dans les styles d'apprentissage, comme je vous disais, le plus fréquent, c'est d'imaginer qu'il y aurait trois sortes principaux de façons d'apprendre d'élèves. Vous auriez ceux qui sont visuels, qui apprennent mieux quand on leur présente l'information sous forme visuelle, ceux qui seraient auditifs, donc quand on leur présente de façon orale, et ceux qui seraient kinesthésiques, où là, c'est plutôt le sens du toucher qui va être plus important. Alors, que dit la théorie des styles d'apprentissage ? C'est important d'être précis. Elle dit qu'en fait, si jamais vous avez un élève visuel et que vous êtes un prof auditif, c'est pas de chance pour cet élève. D'accord ? Et donc, il y a des chances qu'il ne comprenne pas ce que vous lui avez expliqué. En revanche, le même élève, si jamais il avait eu un prof visuel, eh bien, magnifique, il aurait compris. D'accord ? C'est ça l'idée des styles d'apprentissage. Et donc, ça conjugue deux idées qui sont importantes. La première, c'est qu'il existe des préférences d'apprentissage. Donc, la préférence, ça serait être visuel, auditif ou kinesthésique. Et ensuite, que si on nous enseigne conformément à notre préférence, alors on va mieux apprendre. Alors, cette idée, elle est séduisante, comme je vous l'ai dit, on a vu les raisons, parce que notamment elle respecte supposément les spécificités de chacune et chacun. On sait aussi que c'est une approche qu'on peut qualifier de fertile, parce que vous avez cette théorie qui est la plus répandue, mais en fait, il y a une étude sur la question qui a démontré jusqu'à 71 théories différentes des styles d'apprentissage. Donc vous pouvez avoir visuel, auditif, kinesthésique, mais vous pouvez aussi avoir, par exemple, sensitif, intuitif, visuel, verbal, mélodique, verbal, inductif, déductif, séquentiel, global, social, solitaire. Il y a parfois certaines théories dans lesquelles il y a encore plus de catégories. Si on a actif, réfléchi, théoricien, pragmatique, ou encore convergent, divergent, assimilateur, accommodateur. Bref, beaucoup d'options qui à chaque fois correspondent à des tendances. Aussi, ce qu'on peut dire, c'est que cette théorie, donc elle est très populaire, comme on l'a vu, il y a une croyance en général de plus de 80 à 90% dans les populations. Et puis, ce qu'on dit souvent un peu moins, mais c'est que c'est une théorie où il y a des enjeux commerciaux très importants. Pourquoi il y a des enjeux commerciaux très importants ? Tout simplement parce que lorsqu'on rentre dans un système qui dépend des théories des styles d'apprentissage, eh bien, ça suppose de trouver le style de l'élève. Ça veut dire un test. Ça veut dire on va acheter un test. Ça suppose de former les enseignants, formation payante. Ça suppose d'acheter des méthodes qui chacune dépend des différents styles, donc ça va être encore plus cher. Et donc on a des établissements qui vont dépenser beaucoup d'argent dans ce type d'approche. Alors la question qu'on n'a pas évoquée, c'est est-ce que ça marche ? D'accord ? Est-ce que c'est efficace ? Et comment est-ce qu'on peut mesurer l'efficacité de cette théorie, c'est-à-dire de savoir si justement c'est un mythe ou au contraire, si on a intérêt à s'en emparer en tant qu'enseignant. Alors je pense qu'on sera tous d'accord qu'il n'y a qu'une seule façon d'être sûr que ça marche, qui est
que sinon c'est que ça ne fonctionne pas. Le principe, c'est qu'on va d'abord différencier les élèves selon leur style. Et ça, il y a des tests qui permettent de différencier les préférences d'apprentissage de chacun. Et puis ensuite, on va les répartir en groupes. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire ? Je ne sais pas si vous deviez conduire cette expérience, comment vous feriez. Mais la seule façon systématique de faire, c'est que pour chaque type d'élève, on va le soumettre aux 3 formes d'enseignement. D'accord ? Et si la théorie fonctionne, qu'est-ce qu'on devrait trouver à la fin ? Ce qu'on devrait trouver, c'est qu'on devrait mesurer l'efficacité de l'enseignement et se rendre compte que c'est l'auditif qui a le mieux marché pour les élèves auditifs, c'est le tactile qui a le mieux marché pour les élèves tactiles et le visuel qui a le mieux marché pour les élèves visuels. Tout le monde est d'accord ? Voilà, donc ça, c'est ce que prédisent ce qu'on devrait trouver. Et en fait, il y a des milliers de recherches qui ont été menées. Et à chaque fois, on va trouver des phénomènes comme cela. Par exemple, ici, vous avez une recherche qui a été menée sur des visuels et des verbaux avec 2 méthodes d'apprentissage. Et qu'est-ce qu'on a trouvé ? Que ça marchait pareil pour tout le monde à la fin. D'accord ? Et vous voyez que là, ça veut dire que ça n'a servi à rien de différencier, etc. Vous avez une autre recherche, là encore, avec 2 styles différents. Même chose. Et puis, parfois, on a aussi des choses comme ça qui se produisent. C'est qu'ici, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'en fait, c'est la même méthode, c'est la méthode visuelle qui marche mieux pour tout le monde. Ce qui n'est évidemment pas plus favorable à la théorie des styles d'apprentissage. Et c'est le cas donc, pour tous les travaux, il n'y a pas d'exception connue. Donc évidemment, quand on n'a fait que quelques recherches, on peut se dire, bon, c'est qu'on n'en a pas encore fait assez, mais quand on en a fait des milliers, il n'y a plus du tout d'espoir que ça fonctionne. Et en revanche, la seule chose qui a marché de façon par contre très robuste, c'est que si on suscite plusieurs modalités en même temps, ça marche mieux que si on en suscite une seule. Ce qui est un peu le contraire de l'idée des styles d'apprentissage, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travaux qui montrent que si vous faites un enseignement, par exemple, que verbal, ça va moins bien marcher que si vous faites verbal plus imagé. Donc on a intérêt à avoir plutôt de la multimodalité. Conclusion, c'est une méthode qui n'a toujours pas fait ses preuves, malgré le nombre considérable d'études qui ont été réalisées. Il faut aussi signaler qu'il y a des applications souvent bancales, c'est-à-dire que quand on regarde dans le détail, par exemple, si vous essayez une façon auditive d'enseigner la géométrie ou une façon visuelle d'enseigner la musique, allez-y, c'est pas du tout évident. Donc en fait, selon les disciplines scolaires et les contenus concernés, on s'aperçoit que c'est pas simple du tout. Il y a même des dérives caricaturales. Par exemple, on a trouvé qu'il y a certaines écoles aux États-Unis dans lesquelles on demandait aux élèves de porter un t-shirt avec l'initiale de leur style sur le t-shirt pour que les enseignants repèrent bien à quel type d'élèves ils avaient affaire. Et puis, il y a tout un débat sur le fait que c'est une approche potentiellement contre-productive. Et pourquoi ? Parce qu'elle va monopoliser beaucoup de ressources et que ces ressources, c'est autant de ressources qui ne seront pas mises au service d'autres possibilités pédagogiques. Et puis, il y a aussi le fait que souvent, ça va favoriser un apprentissage unimodal. Et donc, autrement dit, ça va être moins riche qu'un apprentissage multimodal. Et donc, on peut supposer même que c'est pénalisant pour les élèves. Alors, dans ces questions de style d'apprentissage, il y a aussi des variantes. Une des variantes, juste pour bien mettre tout au clair, une des variantes, c'est celle de la dominance hémisphérique, dont vous avez peut-être entendu parler, quand on vous dit est-ce que vous êtes plutôt cerveau droit ou cerveau gauche, cette expression. Et donc, ça supposerait qu'il y aurait des personnes qui feraient plus appel à leur cerveau gauche et puis qui manifesteraient le fait qu'elles sont logiques, analytiques, rationnelles, et d'autres qui seraient plutôt créatives, émotionnelles, artistiques. Là encore, il n'y a absolument aucune littérature qui soutient ce type d'idée.
Et on peut bien sûr se dire qu'on est soit cerveau gauche, soit cerveau droit, mais c'est juste une métaphore, hein, c'est-à-dire que de la même façon qu'on peut dire je me suis levé du pied gauche le matin, ça véhicule une idée, mais c'est simplement métaphorique, hein. Donc cerveau droit, cerveau gauche, ça ne dit pas plus que ça, et c'est aussi absurde que si on disait que quelqu'un est plutôt ventricule droit ou ventricule gauche sur le plan cardiaque, ça n'a pas plus de sens, hein. Donc, on peut se dire qu'il n'est pas utile d'enfermer les élèves dans des cases qui correspondraient à des styles supposés et que c'est beaucoup plus intéressant, en général, de raisonner en termes d'activité plutôt qu'en termes d'élèves, et puis que bien souvent, la différenciation pédagogique, c'est au contraire, hein, identifier des activités qui sont valables à un moment donné du développement d'un élève. Donc, c'est tout à fait différent, hein, de cette perspective des styles d'apprentissage, et on a un intérêt à utiliser des supports variés pour tous les élèves. C'est ça qui reste le plus fécond. Et donc, en résumé, hein, si on entend cette idée des styles d'apprentissage, c'est plutôt l'idée que c'est l'apprentissage plurimodal, hein, qui est un apprentissage stylé, si on peut dire. Alors, une autre déclinaison, c'est la brain gym. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la brain gym, je vais dire 2 mots de ce que c'est, puis on va voir très très vite pourquoi il n'y a pas besoin d'y penser plus longtemps que ça. C'est que dans la brain gym, en fait, ça part d'une affirmation qui, elle, est fondée, hein, sur le plan biologique, c'est que notre hémisphère cérébral gauche va plutôt contrôler la partie droite du corps et vice-versa. À partir de là, il y a une idée qui, elle, devient complètement fantasmée, c'est l'idée qu'en fait, si jamais nos 2 hémisphères ne communiquent pas bien ou sont mal synchronisés, alors on apprend moins bien. Biologiquement, ça ne veut vraiment pas dire grand-chose, mais par contre, ça a des conséquences, c'est que on va vous dire, c'est bien s'il y a une partie droite de votre corps qui se met à toucher une partie gauche de votre corps, parce que ça va synchroniser vos hémisphères. Et donc, si jamais, je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu le plaisir de participer à une formation Brain Gym, mais ça ressemble vraiment à ça. Et puis, si on est enseignant, qu'on croit à la Brain Gym, on va faire ça à nos élèves. Et donc, vous voyez, c'est ce genre de mouvement. Alors, évidemment, beaucoup de succès, mais c'est cher aussi. Et donc, il y a tout un ensemble de commerces, hein, qui fleurissent sur cette idée de la brain gym. Là encore, on n'a aucun résultat scientifique fiable qui soutienne cette théorie. Simplement, elle a quand même un succès important. Alors en fait, qu'est-ce qu'on peut dire ? Par contre, il y a énormément de recherches qui montrent que les activités physiques, c'est très bon pour les apprentissages. Et simplement, on n'a pas besoin de se toucher le coude droit avec le genou gauche et vice-versa pour que ça serve à quelque chose. Et donc, tout simplement, la gym, elle n'a pas besoin d'être, entre guillemets, cérébrale. Il n'y a aucune base scientifique crédible, aucun effet qui a été vraiment démontré. Évidemment, rien n'interdit de proposer des exercices physiques aux élèves, bien au contraire. Hein, ça, on sait que c'est favorable, mais ils n'ont pas de vertu particulièrement magique. D'où l'importance, hein, de se prémunir des formations mensongères et des méthodes miracles. Et donc, si on vous dit que la brain gym permet de reconnecter les hémisphères cérébraux, on peut tout simplement se dire que pratiquer une activité physique régulière peut être favorable aux apprentissages. D'accord ? Alors, un autre mythe, on va être assez rapide, on va se donner encore petite dizaine de minutes, et puis après on va pouvoir discuter si vous le souhaitez. Alors, un mythe aussi très répandu, c'est ce qu'on appelle le mythe des périodes critiques. Et ce mythe des périodes critiques, il y a une chose assez amusante que vous pouvez faire avec votre téléphone si vous voulez, c'est que vous commencez à taper sur Google « Tout se joue avant ». Et qu'est-ce que vous allez voir ? Vous allez voir ça, si ça n'a pas trop changé. C'est-à-dire qu'en fait, on raconte un peu tout sur le sujet. Donc vous avez 6 ans, 3 ans, 2 ans, 5 ans. Et puis, la fin, elle est un peu humoristique, mais à la limite presque plus fondée. Vous voyez, donc il y a avant le petit déjeuner, et puis il y a un ouvrage qui s'appelle « Tout se joue avant 100 ans » pour bien montrer
un petit peu le côté absurde de vouloir se donner ces âges critiques. On ne trouve dans la presse, dans certains ouvrages, souvent proches du développement personnel, cette idée que tout se joue avant un certain âge. Alors, l'origine du mythe, on a cette idée qu'il y aurait un stock initial de neurones qui ne ferait que diminuer, qu'on sait aussi que le jeune enfant a des très grandes capacités d'apprentissage, en particulier sur le plan du langage. Il y a ce phénomène d'explosion synaptique qui est aussi bien connu. Et puis, on sait par ailleurs, la recherche a montré que cette idée du stock qui diminue, ce n'est pas si simple, mais qu'il y a aussi des neurones qui continuent d'apparaître tout au long de la vie. Et puis qu'en fait, la maturation du cerveau, elle est énormément plus tardive que ne le font croire les mythes sur les périodes critiques. Et alors là, je vous montre des images de cerveau, donc je suis en train d'annuler votre esprit critique, faites attention. Et tout ça pour dire qu'il y a des recherches qui montrent qu'il y a une densité plus forte de la matière grise, par exemple, qui vont arriver jusqu'à l'âge de plus de 20 ans. Et puis aussi que les développements des zones du cerveau ne sont pas équivalents pour toutes les zones. Et donc, de toute façon, la maturation, elle est diversifiée selon les zones du cerveau concernées. Et puis, il y a aussi beaucoup de travaux qui portent sur ce qu'on appelle le phénomène de la plasticité cérébrale et qui montrent qu'en fait, il y a des activités intensives à différents moments de la vie qui, elles, peuvent avoir une influence sur le cerveau. Et donc, on n'est pas du tout dans l'idée qu'il y a des périodes après lesquelles rien n'est possible. Il y a une étude célèbre qui a été menée auprès de chauffeurs de taxi à Londres, à une époque où, je précise, il n'y avait pas encore les GPS et la possibilité sur le téléphone de trouver les chemins. Et en fait, le principe, c'était on a pris une population de chauffeurs de taxi, Londres, qui était amené donc à effectuer différents chemins dans la ville. Et puis, cette population de chauffeurs de taxi, on l'a comparée à une population de chauffeurs de bus. Je pense que vous voyez pourquoi. C'est parce qu'il y avait l'idée que ce soit des gens qui conduisaient tout autant, mais simplement la différence, c'est que les chauffeurs de bus, ils font toujours le même chemin, plus ou moins, alors que les chauffeurs de taxi font des chemins diversifiés. Et puis, on a vu qu'au bout d'un certain nombre d'années de pratique, le passage dans l'IRM permettait de montrer qu'il y avait des zones qui étaient liées aux connaissances spatiales qui étaient hypertrophiées parmi les chauffeurs de taxi. Donc on se rend compte qu'une activité particulière va avoir une incidence effective sur le plan anatomique sur le cerveau. Il y a aussi des travaux qui ont comparé des étudiants selon qu'ils faisaient en fait des études un petit peu standards où il n'y avait pas un enjeu énorme à un moment donné, ou alors des études où vous aviez qu'un petit pourcentage des étudiants qui passaient l'examen et où il fallait faire des révisions intensives. Et en l'occurrence, c'était d'un côté des étudiants en médecine et des étudiants en kiné. Et puis, au départ, il n'y avait pas de différence sur le plan cérébral entre les deux groupes. Et puis, à l'issue de la période de révision intensive, on a vu des effets se produire. Alors, les résultats des neurosciences sont plutôt, du coup, favorables de ce point de vue-là par rapport à cette idée des fenêtres critiques. C'est plutôt l'idée que le rôle de la formation est réhabilité. Une idée très importante, c'est que les premières années ne sont pas les seules qui comptent, parce que l'idée des fenêtres critiques, ça laisse penser qu'on a intérêt à investir beaucoup sur les premières années, et ça pose des soucis, bien sûr, sur le plan politique, parce que si on met tout l'argent de l'éducation au plus jeune âge, bien sûr, c'est autant qui n'est pas fourni pour la suite. Les travaux sur la plasticité cérébrale laissent penser que ce n'est pas en général le cerveau qui interdit le progrès, et donc il n'y a pas de raison d'être bloqué par un sentiment d'urgence ou de fatalisme. Et puis plus généralement, c'est important pour un enseignant de ne pas, entre guillemets, abandonner un élève sur une difficulté en se disant c'est trop tard pour lui, s'il n'a pas compris ça à 6 ans ou 8 ans, on n'y arrivera jamais. Les résultats de la recherche ne disent pas ça, et qu'en général, les retards ne sont pas irrattrapables. Donc si vous entendez tout se joue avant, on ne sait pas quel âge, parce qu'on a vu qu'il y avait plein de possibilités, c'est plutôt l'idée que rien n'est totalement joué d'avance. Et puis le dernier mythe dont on va parler, c'est le mythe des écrans, qui est aussi assez important, qui fait couler aussi beaucoup d'encre et sur lequel il y a beaucoup d'idées. La question, c'est est-ce que les écrans transforment notre cerveau ?
Alors, il y a toute une tendance dans la presse, vous avez sûrement vu beaucoup d'effets d'annonce de différentes natures. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des statistiques qui interpellent, au sens où, si on regarde le nombre d'heures que passent les enfants dès un jeune âge devant un écran, ça peut être très élevé, souvent plusieurs heures par jour, et souvent, dès 3 ans, on commence à avoir déjà une exposition importante. Ça pose la question, jusqu'où est-ce que ça transforme notre cerveau? Il y a des expressions même, on va parler du cerveau digitalisé, pour dire qu'il est influencé par les écrans. Est-ce qu'on est en train de devenir une nouvelle race, un peu de nouvelle espèce d'être humain, un homo numericus après l'homo sapiens? Est-ce que c'est en train de changer notre capacité attentionnelle? Est-ce que ça transforme nos structures cérébrales? Est-ce que ça transforme notre mémoire? Est-ce que finalement ça nous rend plutôt plus bêtes ou plus intelligents? C'est ce genre de questions auxquelles on ne va pas répondre en 3 minutes, mais peut-être 2-3 idées. La première, sur l'idée du multitasking. Là-dessus, il y a beaucoup de recherches assez claires. Et puis, en fait, qu'est-ce qui a été fait? On a mis des participants dans des situations de multitâche. Alors, il y a plein de façons de faire du multitasking, mais en gros, ce que disent les travaux en psychologie sur le multitasking, c'est que de toute façon, l'être humain ne peut pas faire 2 choses à la fois. Par contre, ce qu'on est capable de faire, c'est de switcher assez vite d'une chose à une autre. Donc, en fait, le multitasking, c'est juste passer très, très vite d'une chose à une autre. Et donc, on peut faire des travaux. Par exemple, on va vous montrer quelque chose à l'écran, et puis on vous dit, si c'est une voyelle, vous le mettez à droite, si c'est une consonne, vous le mettez à gauche, si vous voyez un chiffre, s'il est pair, vous le mettez à droite, s'il est impair, vous le mettez à gauche. Vous voyez, des tâches comme ça en parallèle. Et ce qui a été montré, en fait, c'est que c'est plutôt les personnes qui ne pratiquent pas trop de numérique qui sont meilleures en multitasking. Et donc, le fait d'avoir l'habitude d'être en même temps sur l'écran de son ordinateur, de consulter son téléphone et de parler à son voisin, ce n'est pas favorable au multitasking. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est que, par contre, on a aussi montré que le fait de faire plusieurs choses en même temps à cause des technologies, eh bien, ça nous fait une tendance à surestimer nos capacités. Et donc, c'est ceux qui sont les moins bons qui se croient les meilleurs. Donc, c'est aussi un phénomène assez intéressant. Ensuite, sur la question, est-ce que ça transforme notre cerveau? Ce qu'on a plutôt tendance à trouver, c'est que ça ne transforme pas plus notre cerveau que n'importe quelle activité transforme notre cerveau. Ce qu'on a vu tout à l'heure sur la plasticité cérébrale, on a vu que des étudiants qui travaillent particulièrement leur examen, ça va transformer leur cerveau. Les chauffeurs de taxi, ça peut transformer leur cerveau. Le digital n'a pas plus d'effet que cela. Donc, il n'y a pas une transformation particulière du cerveau qui serait liée au numérique. Sur le plan de la mémoire, il y a un effet qui est connu comme étant le Google Effect. Je vous en dis 2 mots. C'est qu'en fait, c'est un article qui a été beaucoup cité, une recherche qui a été menée en 2011. On a demandé à des personnes d'apprendre une série d'informations. Et puis ensuite, il y avait 2 groupes de participants. Une partie d'entre eux, on leur disait, maintenant que vous avez appris, c'était sur l'écran, on va jeter ça. Et puis l'autre partie, on leur dit, ça reste sur l'ordinateur. Et ensuite, on les interroge. Et ce qu'on a montré, c'est que ceux à qui on avait dit que l'information elle allait être jetée, ils étaient 50% meilleurs que ceux pour lesquels l'information subsiste. Alors, il y a plusieurs façons d'interpréter ces résultats. Une des façons de l'interpréter, c'est de se dire qu'à cause du numérique, on a une moins bonne mémoire. Mais une autre façon de l'interpréter, c'est tout simplement un aspect d'optimisation. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez des courses à faire et puis que vous notez sur une feuille de papier ce que vous voulez acheter, vous n'avez plus besoin de le mémoriser. Et d'une certaine façon, c'est plus malin de faire les choses comme ça. Et donc, le phénomène, il est incontesté. Après, l'interprétation qu'on peut donner du phénomène, elle est diverse. Et puis, je terminerai là-dessus. Il y a des travaux qui sont assez peu connus, finalement, qui méritent aussi des discussions potentiellement approfondies, mais qui montrent qu'en fait, qu'il y a la pratique de certains jeux vidéo qui sont des jeux d'action qui demandent d'être particulièrement réactifs et avoir une attention très focalisée,
qui, en fait, ont des effets positifs, justement, sur le développement attentionnel et le développement perceptif. Et donc, par rapport à toute cette idée que les jeux vidéo, ça n'a que des effets négatifs, c'est aussi intéressant de se rendre compte qu'il y a certains aspects potentiellement positifs, il ne s'agit pas non plus de trop les fantasmer, mais qui ont été démontrés uniquement pour les jeux d'action, contrairement à d'autres jeux pour lesquels, cette fois, il n'y a pas d'effet. Il y a même des effets à long terme qui ont été démontrés. Et donc, sur le numérique, peut-être qu'on peut garder à l'esprit déjà que le digital, tout ce qui est digital, ça reste une production humaine, ça a été construit par l'être humain, donc ce n'est pas un monde différent du nôtre, c'est le fruit de notre cerveau. Il y a aussi une métaphore qui est assez intéressante, qui est la métaphore de ce qu'on appelle l'obésité numérique dans ces domaines de recherche, qui fait en fait le parallèle avec les conduites alimentaires, qui est de dire que, bien entendu, le numérique, ça peut avoir des effets très problématiques si jamais il est utilisé de façon inappropriée, de la même façon que des comportements alimentaires inappropriés peuvent avoir des effets problématiques. Et donc ce phénomène qui est appelé d'obésité numérique, il est pour montrer que le problème n'est pas intrinsèquement numérique, mais lié à la manière de se comporter. Et bien sûr, ça veut dire qu'il y a une place pour les politiques éducatives par rapport au numérique, tout comme il y a des politiques éducatives par rapport aux conduites alimentaires. Le mythe des mémoires externes, c'est de croire que parce que quelque chose est sur Internet, on n'a plus besoin de l'enseigner. Et ça, il y a beaucoup de travaux qui montrent que le fait qu'une connaissance, elle soit intériorisée, c'est très différent du fait qu'elle soit accessible sur le web. Et donc, il y a tout un ensemble de questions qui sont renouvelées en éducation, mais qui ne sont absolument pas dissoutes. Et puis, il y a aussi l'idée que le numérique, c'est de toute façon pas une fin en soi, parce que maintenant, le numérique a des visages tellement diversifiés dans notre quotidien que le mot... face à un écran ou face à une technologie, ça ne veut presque plus rien dire parce qu'il y a tellement de façons différentes d'avoir des activités liées aux technologies que ce qui va être plutôt important, c'est la nature de l'activité plutôt que le fait qu'il y ait un écran ou pas. Et donc, si on est sur l'idée, est-ce que les écrans transforment notre cerveau et notre façon d'apprendre, eh bien, on dirait plutôt que les écrans ne transforment pas notre cerveau, mais ils vont en revanche, modifier notre accès et notre rapport à la connaissance. Voilà, merci beaucoup de votre attention et s'il y a des questions, c'est avec plaisir. Sogno cittadella, un